Je suis Jessica Queen, j'ai 38 ans, je suis célibataire, et selon ma mère, je m'occupe de formulaires administratifs dans l'armée. C'est la version que ma famille préfère partager. Plus sûre, plus simple, moins compliquée. J'ai passé la plus grande partie de ma vie adulte en uniforme, mais auprès d'eux, c'est comme si je portais un camouflage que personne n'est censé remarquer. C'était l'anniversaire de ma nièce, qui fêtait ses 6 ans. Des ballons, des cupcakes, un magicien loué avec une calvitie naissante. J'étais là, souriant comme une figurante dans la célébration de quelqu'un d'autre, essayant de ne pas me tenir trop droite ou de parler trop peu. J'avais enfilé le même cardigan beige uni que j'apporte toujours aux événements familiaux, celui qui me fait me fondre dans le décor. Comme du papier peint, ma mère m'aime mieux comme ça. Je m'étais assise dans le coin du fond, près de la table des cadeaux, sirotant un punch tiède et évitant les conversations anodines. La pièce sentait le glaçage et un excès de parfum. Ma belle-sœur m'avait fait un signe de la main de l'autre côté de la salle. Puis s'était rapidement tournée pour discuter avec quelqu'un de plus important. Une cousine que je n'avais pas vue depuis des années était passée près de moi. « Attends, tu fais toujours ce truc administratif? C'est ça, classer des papiers pour l'armée. » J'avais hoché la tête. Quelque chose comme ça. Laissez-les penser ce qu'ils veulent. Ce jour-là, ma mère m'avait prise à part dès mon arrivée. Elle avait ajusté ma manche avec ce petit sourire crispé qui n'atteignait jamais ses yeux. « Essaie de ne corriger personne sur ton travail aujourd'hui, chérie, » avait-elle murmuré. « C'est une occasion joyeuse. Personne ne veut entendre parler de bureaucratie gouvernementale ennuyeuse. » Puis elle s'était éclipsée, fière de son contrôle. Comme si me gérer faisait partie de la décoration de l'événement, je n'étais même pas offensée. J'avais l'habitude d'être invisible. Sauf quand ils avaient besoin d'aide technique ou d'un chauffeur désigné, c'était plus facile comme ça. Pas de questions difficiles, pas de regard juge sur pourquoi je n'avais pas amené de cavalier ou pourquoi j'avais manqué Noël l'année précédente. Ils supposaient toujours que je travaillais tard ou que j'étais trop obsédée par mes dossiers. Ils ignoraient que mon travail impliquait des réseaux cryptés, des chaînes de destruction par satellite et des conséquences réelles qui les gardaient en sécurité pendant qu'ils dormaient. J'observais tout le monde s'agiter autour de mon jeune frère et de sa femme. Il est hygiéniste dentaire. Elle vend des produits de soins pour la peau. Ma mère les présentait comme des célébrités. Quand elle avait enfin fait un geste vague dans ma direction, c'était avec l'énergie que l'on met pour expliquer une tâche sur un canapé. « Jessica est toujours chez les Marines », avait-elle dit à une voisine, en agitant la main. « Elle s'occupe de paperasse ou de logistique. Dieu la bénisse. » Tout le monde avait hoché la tête poliment. Quelqu'un avait fait une blague sur les classeurs, et des rires avaient suivi. Je souriais comme toujours, un sourire neutre bien rodé, celui qui dit « J'y suis habituée » et je l'étais. Pendant la plus grande partie de ma vie, je les avais laissés croire que j'étais juste la dame dans l'arrière-bureau qui poussait des papiers, organisait des boîtes et vérifiait des calendriers. Ce jour-là, je prévoyais de faire ce que je faisais toujours. Apparaître, sourire et partir discrètement. Mais quelque chose avait changé. Ça avait commencé petit, puis ça avait explosé. Ça n'avait pas commencé comme un mensonge, plutôt comme un raccourci. Au début, dire que je travaillais dans la logistique militaire était plus facile que d'expliquer les spécificités de mon niveau d'habilitation secret très élevé ou la vraie raison pour laquelle je n'avais pas posté de photos d'anniversaire depuis 8 ans. Quand quelqu'un entend que vous travaillez en logistique, il imagine des entrepôts ou des tableurs. Cette image passe bien au dîner de famille. Ma famille aimait cette version. Propre. Sûre, ennuyeuse. Je l'ai laissé la garder parce que tenter de les corriger ne menait qu'à de la confusion et, pire, à de l'inconfort. Ma mère surtout détestait tout ce qui s'écartait du chemin qu'elle avait imaginé pour moi. Elle pensait que l'armée était bien tant que c'était quelque chose qu'on faisait avant le mariage, avant les enfants, avant que la vraie vie commence. Elle m'avait dit un jour, « Tu ne vas jamais rencontrer un mari si tu passes ton temps à jouer aux soldats. » Je me souviens, j'avais 31 ans à l'époque. Je rentrais d'une tournée de coordination OTAN qui avait mal tourné en Pologne. Je venais de donner des briefings opérationnels à des généraux 2 fois plus âgés que moi, aidant à désamorcer une crise imminente impliquant une batterie de missiles rebelles dont la presse civile n'avait jamais entendu parler. Elle avait dit cette phrase en me tendant une tasse de café, comme si c'était un rappel décontracté de mon horloge biologique.
Elle ne m'avait jamais demandé ce que je faisais à l'étranger. Elle s'en fichait de pourquoi je ne pouvais pas faire de FaceTime ou poster en ligne. Elle voulait juste savoir pourquoi je ne sortais avec personne, pourquoi je ne portais pas plus souvent de robe, et pourquoi je ne rentrais pas pour Thanksgiving. Si j'essayais de dire « Maman, j'étais en vol pour le Centcom cette semaine-là », elle levait les yeux au ciel. « Il y a toujours une mission », marmonnait-elle, comme si c'était une excuse que j'inventais pour éviter les repas de famille. La vérité, c'est que j'avais arrêté d'expliquer parce que personne n'écoutait, ou pire, ils écoutaient et en faisaient une affaire personnelle. Quand je suis rentrée après ma première mission classifiée, en dirigeant une équipe de défense cyber contre un piratage sponsorisé par un État, mon père avait levé les yeux de son journal et dit « Tu fais toujours ce truc informatique ?» Et « Mon imprimante déconne. Tu peux la réparer ?» C'était tout. Passe. Comment ça s'est passé? Oh, ça va? Juste un autre rappel qu'ils avaient construit une version de moi qu'ils préféraient et que j'étais censée m'y tenir? J'ai dirigé des opérations cyberstratégiques, depuis des bunkers sécurisés à 18 mètres sous terre. J'ai validé des tactiques de guerre numérique qui pourraient mettre hors service un réseau électrique en quelques minutes. J'ai été assise face à des leaders mondiaux et j'ai dit des choses qui ont remodelé des chronologies et désamorcé des menaces. Mais aux réunions de famille, je devenais la cousine trop investie dans son boulot. Quelqu'un m'avait dit un jour que j'étais intimidante. Parce que je ne parlais pas assez, j'avais envie de hurler que le silence est une survie quand votre travail implique la défense nationale. Il y avait des moments où j'avais envie de le dire, de le balancer sur la table comme une grenade et de les regarder paniquer. Juste une fois, pour voir leur visage quand je dirais « J'outranque ton mari, ton patron, et la moitié de ta liste de cartes de Noël. » Mais je ne l'ai pas fait, parce que ce n'est pas pour ça que je sers, et parce que le coût de cette vérité était trop élevé. La discrétion est sa propre prison. Vous commencez par cacher des détails pour la sécurité, puis des parties entières de vous-même pour la commodité, avant longtemps. Vous êtes un fantôme à votre propre anniversaire. Vous vous asseyez aux tables familiales en entendant parler de vrais jobs, pendant que votre esprit vagabonde vers un flux de surveillance à 6 fuseaux horaires de là. Vous hochez la tête quand votre tante dit « Tu devrais vraiment te poser bientôt ». Pendant ce temps, vous planifiez des extractions de contingence au cas où un consulat serait violé. Ils n'ont jamais compris que je ne vivais pas dans leur monde. J'opérais dans des ombres dont ils ignoraient même l'existence. Je parlais un langage de protocole, de ping satellite et d'algorithmes de risque. Dans ce monde, chaque erreur coûte plus que des sentiments. Elle coûte des vies, mais rien de tout ça ne rentre sur une carte de Noël. Donc, je souriais juste et disais « Ouais, logistique. » À 35 ans, j'avais arrêté de corriger qui que ce soit, laissez-les penser que je classais des dossiers ou commandais des fournitures. Ça rendait les fêtes plus calmes, ça me rendait invisible, et parfois, l'invisibilité était plus sûre, du moins jusqu'à ce qu'un homme se lève dans une pièce bondée et rappelle à tout le monde, y compris moi, qui j'étais vraiment. Michael Rowe. C'était le nouveau mari de ma cousine. Je ne l'avais rencontré qu'une fois auparavant, brièvement, à leur mariage. Je savais qu'il était un ancien membre de l'armée, récemment démobilisé. Il se tenait près du bol de punch, une bière à la main, entouré de mon père et de quelques oncles. Il l'interrogeait sur son service. Michael était animé, bruyant, et clairement ravi de l'attention. « Ouais, ça s'est corsé là-bas », avait dit Michael en gesticulant avec sa bouteille. On était dans la vallée de Korengal, la vallée de la mort. Comme ils l'appellent, on s'est fait coincer. Mauvaises infos? On prenait des tirs de 3 côtés. Mon père avait hoché la tête solennellement. Ça a l'air terrifiant. Fiston, ça l'était, avait dit Michael. On était coupés. Les coms étaient intermittents. On pensait qu'on était fichus. J'écrivais une lettre à ma mère dans ma tête. Le groupe s'était penché en avant. Mais alors, avait dit Michael, sa voix tombant à un murmure révérentiel. La radio a crépité, et cette voix s'est fait entendre. Une voix de femme. Mais pas comme n'importe quelle opératrice que j'avais entendue. Elle était calme, comme de la glace, froide. J'étais à 3 mètres de là, en train de re-remplir le verre de jus de ma nièce. Je m'étais figée. Elle n'a pas paniqué, avait continué Michael. Elle savait exactement où étaient les ennemis. Elle a commencé à donner des coordonnées avant même qu'on les voie. Hostile à 2 heures. Danger proche. Déplacer le feu. Michael avait secoué la tête, l'air émerveillé. On l'appelait Oracle.
avait-il dit. Personne ne connaissait son vrai nom. Mais tous les gars sur le terrain connaissaient la légende. Si Oracle était sur le réseau, vous rentriez chez vous? Elle était comme Dieu avec un casque. Ma mère avait ri depuis la table voisine. Eh bien, ça ressemble à un film? Je parie qu'elle était une générale de haut rang en sécurité dans un bunker. Non, madame, avait dit Michael sérieusement. Elle était au commandement Intel. La rumeur disait qu'elle gérait tout le secteur. Un fantôme. Je lui dois ma vie. Si je la rencontrais un jour, je tomberais à genoux. Ma mère avait gloussé et tapoté le bras de Michael. Eh bien, tu es en sécurité maintenant. Et tu as un vrai job? Contrairement à la pauvre Jessica ici, avait-elle pointé vers moi? Elle est dans l'armée aussi. Michael. Mais elle ne fait que pousser des papiers. Du boulot administratif. Chez Jessica. J'avais levé les yeux. J'avais croisé le regard de Michael. Il avait souri poliment, avec condescendance. L'admin est important aussi, avait dit Michael, essayant d'être gentil. Quelqu'un doit classer les rapports. J'avais forcé un sourire. Quelqu'un doit le faire. Je m'étais tournée pour marcher vers la terrasse. J'avais besoin d'air. L'ironie m'étouffait. Je n'avais pas atteint la porte. Mon téléphone avait vibré dans ma poche, un motif distinct de 3 vibrations. Mon cœur s'était arrêté. Ce n'était pas un texto, ce n'était pas un appel spam, c'était la ligne rouge. Priorité 1. J'avais sorti le téléphone. L'écran était noir avec une seule icône rouge clignotante. Je ne devrais pas répondre ici. Je devrais sortir. Mais le protocole pour une ligne rouge est une réponse immédiate. Les secondes comptent. Je m'étais arrêtée près du bord du salon. Le bavardage de la fête était bruyant. Les enfants hurlaient. Michael finissait son histoire. Ma mère riait. J'avais pressé mon pouce sur l'écran pour déverrouiller le sceau biométrique. J'avais porté le téléphone à mon oreille. Ma posture avait changé. Instantanément, l'affaissement de l'employé de bureau fatigué avait disparu. Ma colonne vertébrale s'était verrouillée. Mon menton s'était relevé. Mes yeux étaient devenus froids. « Ici, Queen !» avais-je dit. Ma voix avait baissé d'une octave. Ce n'était pas Jessica, la sœur. C'était la colonelle Jessica Queen. La voix à l'autre bout était frénétique. « Colonel, nous avons une situation dans le secteur 4. L'AC a été compromis. Nous avons besoin d'autorisation pour la frappe cinétique. La fenêtre se ferme. 3 minutes. » Je n'avais pas hésité. Je n'avais pas regardé autour pour voir si quelqu'un observait. J'étais entrée dans la zone. Négative sur la frappe cinétique, avais-je dit. Ma voix avait tranché le bruit de la fête comme une lame de rasoir. Elle était tranchante, autoritaire et terrifiante de calme. Vous avez des civils dans le rayon d'explosion? Redirigez le drone vers le vecteur 79. Déployez la charge sur la cible secondaire pour créer une diversion. Extrayez l'AC via la crête sud. La pièce s'était tue, pas d'un coup, mais par vagues. Les gens près de moi avaient arrêté de parler. Ils avaient entendu le ton. Ils avaient entendu le commandement. « Colonel, c'est une manœuvre à haut risque », avait argumenté la voix dans mon oreille. « Ne discutez pas. »« Major », avais-je claqué. « Je regarde le flux thermique. Si vous frappez maintenant, vous tuez 6 non-combattants. Déplacez le vecteur maintenant. C'est un ordre direct. Copier. Colonel. Déplacement du vecteur. Cible acquise. Asset sécurisé. Bien, avais-je dit. Oracle out. J'avais raccroché. J'avais pris une respiration. J'avais laissé mes épaules retomber légèrement. Je m'étais tournée pour trouver la porte, et je l'avais vu. Michael Rowe. Il se tenait à 2 mètres de là. Il avait laissé tomber sa bouteille de bière. Elle gisait sur la moquette, mousseuse. Mais il ne l'avait pas remarqué. Son visage était pâle, cendré. Ses yeux étaient écarquillés. Me fixant avec un mélange d'horreur et d'incrédulité, il avait entendu la voix. Il avait entendu le rythme, le calme, l'autorité. Il avait entendu Oracle. La pièce était silencieuse maintenant. Ma mère avait l'air confuse. « Jessica, à qui parlais-tu comme ça? Tu sonnais si méchante. » Michael ne l'avait pas regardée. Il ne pouvait pas détacher ses yeux de moi. « C'est toi ?» avait murmuré Michael. Sa voix tremblait. Je l'avais regardé. J'avais porté un doigt à mes lèvres. « Sergeant. » C'était le déclencheur. Le corps de Michael avait réagi avant son cerveau. Il avait claqué des talons. Le bruit était fort dans la pièce silencieuse. Il avait redressé son dos si fort que j'avais cru qu'il allait se briser. « Colonel sur le pont !» avait hurlé Michael. Ce n'était pas un cri. C'était un rugissement, un avertissement, une déclaration.
Toute la fête avait sursauté. Mon père avait renversé son café. Ma nièce avait arrêté de pleurer. Michael avait levé la main en un salut si tranchant, si rigide, qu'il vibrait d'adrénaline. Il fixait droit devant, croisant mon regard. Terrifié et émerveillé, « Madame », avait aboyé Michael. Je ne savais pas. Je ne savais pas. » Ma mère avait avancé, riant nerveusement. « Michael, arrête! Tu fais peur aux enfants. Ce n'est que Jessica, elle est secrétaire. » Michael avait tourné légèrement la tête, ses yeux flamboyants de colère. « Secrétaire » avait-il craché le mot. « Vous êtes folle !» Il m'avait pointé de sa main non saluante. « C'est Oracle. C'est la commandante de la Joint Cyber Command. Elle est une légende. » Ma mère s'était figée. « Quoi? Elle m'a sauvé la vie !» avait dit Michael, sa voix se brisant. « Elle a sauvé tout mon peloton dans la vallée de Korengal. Je connais cette voix, je l'entends dans mon sommeil. » Il m'avait regardé à nouveau, des larmes se formant dans ses yeux. « Je vous dois tout, colonel. » Tout? Il maintenait le salut. Il ne le baisserait pas tant que je ne le renverrais pas. La pièce était d'un silence de mort. Tout le monde me regardait, le cardiganuni, les chaussures sensées, et le visage d'une femme qu'ils avaient ignorée pendant 20 ans, mais ils ne voyaient plus Jessica la perdante. Ils voyaient ce que Michael voyait. Ils voyaient la colonelle. J'avais soupiré, la couverture était grillée, j'avais redressé mes épaules, je l'avais regardé. « Repose, Sergeant », avais-je dit doucement. Michael avait baissé le salut, mais il ne s'était pas détendu. Il avait l'air de vouloir me serrer dans ses bras et s'enfuir en même temps. « Merci, madame », avait-il murmuré. J'avais regardé autour de la pièce. Mon père me fixait, bouche ouverte. Mes cousins avaient l'air terrifiés, et ma mère avait l'air d'essayer de résoudre un problème de maths dans une langue qu'elle ne parlait pas. Elle s'était approchée de moi, elle avait scruté mon visage, cherchant la fille qu'elle avait intimidée. « Une colonelle ?» avait-elle demandé. « Tu es une colonelle ?»« Oui. »« Mère, » avais-je dit. « Mais tu disais que tu faisais de la paperasse ?»« Je le fais, » avais-je dit. « Je signe des ordres qui sauvent des vies. »« C'est de la paperasse ?» Ma mère avait cligné des yeux, puis les rouages dans sa tête avaient commencé à tourner. J'avais vu le changement. Le choc s'était estompé, remplacé par autre chose. De la vanité. Elle avait souri, un sourire éclatant, faux, rayonnant. « Oh mon Dieu !» avait-elle crié en se tournant vers la foule. « Vous avez entendu ça? Ma fille est une colonelle. Elle est une héroïne. Elle a sauvé Michael !» Elle avait tendu les bras pour me serrer. « Pourquoi ne nous l'as-tu pas dit ?» avait-elle pleuré, jouant parfaitement la victime. On aurait pu faire une fête, on aurait pu avoir une bannière, j'aurais pu être si fière de toi. J'avais reculé, je ne l'avais pas laissé me toucher. La pièce s'était tue à nouveau. C'est pour ça que je ne te l'ai pas dit, avais-je dit. Ma voix était calme, mais c'était la voix d'Oracle. Ma mère s'était figée. Quoi? Tu ne veux pas être fière de moi? Maman, avais-je dit. Tu veux te vanter de moi? Les mots planaient dans l'air. Tu veux la bannière? Tu veux les applaudissements? Tu veux le crédit d'avoir élevé une héroïne? J'avais continué. Mais tu n'as pas élevé une héroïne. Tu as élevé un fantôme? Tu m'as ignoré pendant 20 ans, parce que mon titre n'était pas assez brillant pour tes amis Facebook. Le visage de ma mère s'était effondré. Jessica, ce n'est pas juste. C'est entièrement juste, avais-je dit. Tu t'es moqué de mon service? Tu as rabaissé ma carrière? Tu as dit à tout le monde que j'étais une secrétaire, parce que c'était plus facile que d'admettre que tu ne savais pas qui j'étais. J'avais regardé mon père. Il avait baissé les yeux sur ses chaussures. Je ne sers pas pour vos applaudissements, avais-je dit à la pièce. Je sers pour des hommes comme Michael, des hommes qui connaissent vraiment le coup. J'avais tourné vers Michael. Ravi de te voir rentrer sain et sauf. Sergeant. Un honneur. Colonel, avait-il répondu, se tenant droit. J'avais pris mon sac. Je pars maintenant, avais-je dit. Jessica. Attends, avait supplié ma mère. On peut arranger ça. Reste pour le gâteau. Je m'étais arrêtée à la porte. Je les avais regardés. Les ballons, les cupcakes à moitié mangés, la famille qui n'aimait que la version de moi qui leur convenait. J'ai du travail à faire, avais-je dit. J'étais sortie par la porte. Je n'étais pas partie en tempête. Pas de scène, pas de porte claquée. J'étais juste partie. J'étais montée dans ma voiture. J'y étais restée un moment dans le silence. Mon téléphone avait vibré à nouveau. Un texto de ma mère. « Tu es si dramatique. Nous sommes ta famille.
Reviens à l'intérieur et prenons une photo avec Michael. Les gens posent des questions. Elle ne comprenait toujours pas. Elle voulait l'opportunité photo. Elle voulait l'accessoire. Je n'avais pas répondu. J'avais démarré la voiture. J'étais partie des banlieues, vers la ville, vers la base. Un mois plus tard, j'avais reçu l'invitation suivante pour un anniversaire. Même écriture, même enveloppe pailletée. J'avais répondu par une note, juste une ligne. Envoi de l'amour, ne serait pas présente. Pas d'excuses. Pas de détails. Je n'en avais pas besoin. Certains disent que couper les ponts avec la famille est dramatique, que le sang devrait toujours passer en premier. Mais l'amour sans respect n'est que du contrôle déguisé en sentiment, et j'avais porté ce poids assez longtemps. Je ne les ai pas coupés. Ils m'ont exclu au moment où ils ont décidé qui j'étais sans demander, au moment où ils ont choisi la version de moi qui les mettait à l'aise, même si elle n'était pas réelle. Donc, je les ai laissés garder cette version, et j'ai avancé. Mon monde est différent maintenant. Pas plus bruyant, juste plus clair. Au travail, personne ne se soucie de qui est ma famille ou si je suis allée à une fête le week-end dernier. Ils se soucient du briefing que je délivre à 6 heures, du plan de mission que je valide et de l'équipe que je garde en sécurité. Mon nom a du poids, mais pas à cause de ragots ou de titres murmurés autour d'un gâteau. Il a du poids parce que je l'ai gagné, mon équipe me voit pour qui je suis. Ils se lèvent quand j'entre dans une pièce, non par peur, mais par respect. Ils me confient leur vie, non parce que je l'exige, mais parce que j'ai montré que je le mérite. Je reçois encore parfois des lettres de la maison, des mises à jour sur des anniversaires, des mariages et des banalités enveloppées d'obligations. Je les lis, puis je les classe. Je ne hais personne. J'ai juste arrêté d'attendre quelque chose qui n'a jamais été à moi au départ. La validation n'est pas ce pourquoi je sers. Ce n'est pas pourquoi je reste éveillée à planifier des opérations de sauvetage à 2 heures du matin ou pourquoi je porte le poids de décisions qui ne s'en vont pas quand la mission se termine. Mon legs ne sera pas une histoire racontée aux barbecues familiaux. Et c'est OK, parce que j'ai appris quelque chose. Certains héros reçoivent des discours. Ils ont des bannières, des médailles et des applaudissements. Et d'autres non. Certains reçoivent juste un salut, un seul moment de reconnaissance silencieuse de quelqu'un qui comprend vraiment ce que ça a coûté. Ça me suffit. Ce n'était jamais une question d'être vu par tout le monde, juste par les bons. Et quand Michael s'est levé et m'a salué dans ce salon, ce n'était pas juste une question de grade. C'était d'être enfin vu pleinement. Sans filtre ni supposition, je n'ai pas besoin d'applaudissements. Je n'en ai jamais eu besoin. J'ai la mission, j'ai le respect des gens qui comptent. Et pour la voix d'oracle, c'est plus que suffisant. So it goes. Perhaps this will put Matt to sleep. The nice, constant sound of rain, the white noise of it all. Just having a little fish. I see the rain. I admire the squid. I watch the clouds as they slowly trundle past, and I am at peace. I chew on my bread like it's the first meal I've ever had. I crunch through the crust. I leave crumbs everywhere. I eat with my mouth open because there's no one else to see. Alright, anyway. Look at that man skedaddling on there. Where you going? Crazy cat. Alright. What do I do? I need direction. I've got fish, so I can tame cats.
I've got logs, so presumably I can make a campfire and maybe try that beehive thing. Oh, beehive. Kansas sugarcane farm. That's so real. Alright, well we shall return to my farm then. So be it. Before one has the chance to forget, let us sugarcane it up. Oh, my tumbly is getting rumbly. I made the jacket potatoes last night. Unfortunately, for whatever reason, I don't know if anyone else has ever had this. Have you ever put a potato in the oven and, you know, it's been in there for like 70 minutes, 80 minutes, 90 minutes, and it just doesn't go mushy? It just doesn't want to mash once you pull it out. That was the issue I was having. It was very frustrating. I was using the same potatoes I always do when I do this stuff, and they just were not interested in becoming mashed potatoes. Well, the inside. You scoop out the inside. I don't want people to get the wrong idea. You scoop out the inside, and you leave like a thin layer around the jacket, and you put that with some bacon, some chives, salt and pepper, and then put it back into the shells. Chuck some cheese on top. Chuck that back into the oven for like 20 minutes. Gets all melty melt. Very delicious. But they weren't scooping. Say, get a map from the cartographer and fill it out. Didn't I have a map? Did I lose it in the nether? I feel like I might have lost it in the nether. Or I put it in a chest. I have a lot of chests. Hello, my beautiful two-fish cat. Oh, I love you so much. You're so perfect. Oh, love a shepherd's pie. AP Chess makes a mean shepherd's pie. It was one of my favorite things he made when we were living together. Should ask if he's made one recently. I'm sure his mother would appreciate it.